Et salut les rôlistes, c'est Lozata, j'espère que vous allez bien, moi oui, et on se retrouve pour la suite de nos aventures. Alors, nous en étions où? Et qu'est-ce qu'il nous restait à faire? Fallait qu'on parle donc à Nenio, et le reste, globalement, on avait plutôt terminé. On a toujours cette fameuse quête de... c'est laquelle? Celle-là, où on doit se protéger... Bon, du coup on n'est pas trop mal. Alors, Dairan, on lui avait pas encore parlé, c'est vrai. Le cœur du défenseur est un excellent choix de quartier général pour la croisade. La seule vue de ces murs me rappelle de joyeux souvenirs de beuveries tout à fait mémorables. Et je peux vous assurer que les vins du pays en valent le détour. Vous permettez que je vous pose quelques questions d'ordre personnel? Toujours essayer. J'ai entendu parler de la tragédie qui s'est abattue sur votre famille. Oh, surtout ne vous sentez pas obligé de me présenter vos condoléances hypocrites. Ma famille tout entière, l'ensemble de ma noble lignée, ils sont tous morts. Et tout ça par la faute des démons. En vérité, je n'éprouvais aucune affection pour eux, exception faite de ma mère. Mais rien ne sert de ressasser le passé. Après tout, les cryptes familiales sont remplies de cadavres de mes ancêtres, tous couverts de poussière et relégués aux limbes de l'oubli. Mais du coup, qu'est-ce que vous chérissez le plus dans la vie? Oh, bien trop de choses pour toutes les mentionner en l'espace d'une seule conversation. Croyez-le ou non, j'apprécie sans doute plus la vie que quiconque. Daeran sourit. Dans ses yeux brille un éclat qui jure avec son impudence et son ironie habituelle. Vous découvrez soudain un côté rêveur que vous ne lui connaissiez pas. Il m'arrive rarement de rencontrer des épicuriens aussi enthousiastes que moi. Le monde regorge de merveilles dont il convient de profiter au maximum. Perdre son temps en corvée et autres pensums devrait être strictement interdit par la loi. Telle est ma philosophie que j'acclame haut et fort, y compris s'il le faut à Descari et sa horde démoniaque ou à Yomedae, la porteuse de lumière. Et du coup, vous détestez quoi? Eh bien, le sentiment d'impuissance, l'incapacité à contrôler ma propre existence, rétorque Dairan sans réfléchir, avant de poursuivre d'un air sarcastique. Et les beignets d'oignons, bien sûr. Le premier qui ose me servir une horreur pareille, je l'étouffe avec. Vous ne donnez pas l'impression d'être altruiste et pourtant, vos compétences de guérison sont remarquables. Qui vous a poussé à ces études? Oh, c'est bien simple. Lorsque l'on croque la vie à pleines dents, comme moi, il faut savoir en gérer les conséquences. Et je parle pas d'une simple gueule de bois, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, on voit malheureusement. Et vous avez des anecdotes savoureuses à raconter à propos de vos exploits passés? Ouh, j'en ai des tas. Mais j'aime autant vous prévenir que la débauche, surtout la plus outrancière, est plus amusante à vivre qu'à entendre. Mais puisque vous posez la question, la pire erreur que j'ai jamais commise, c'est lorsque j'ai organisé mon propre enlèvement. À l'époque, je correspondais régulièrement avec le jeune seigneur Lebeda des royaumes fluviaux. Seigneur qu'on rencontre d'ailleurs dans le jeu Kingmaker. Dans l'une de ses lettres, il m'a raconté ses mésaventures en tant qu'otage d'un groupe de bandits. C'est comme ça que l'idée m'est venue. Je me suis dit que ce serait amusant de se prêter à une petite expérience en conditions réelles. J'ai donc orchestré mon propre enlèvement par une bande de criminels, en passant par divers intermédiaires et autres acteurs engagés pour l'action. Ils ont pris leur mission très au sérieux. Ils me sont tombés dessus par surprise, ont tué deux de mes gardes du corps, m'ont garrotté comme un vulgaire sanglier. Tout cela semble absurde a posteriori, mais à l'époque, l'idée paraissait plutôt bonne. Leur commanditaire leur avait expressément interdit de me faire du mal. Et un autre groupe de mercenaires, sous couverture, observait la scène de loin, prêt à intervenir en cas de problème. Malheureusement, l'expérience fut affreusement décevante. Pas un seul instant, je n'ai ressenti le moindre frisson d'excitation. Si ces gredins se sont bien gardés de me torturer ou de me blesser d'une quelconque manière, ils ne se sont pas gênés pour m'infliger quantité d'humiliation. Par exemple, en m'ôtant tous mes vêtements avant de m'asperger d'eau glacée. Les avais-je provoqués? Bon, je vous confesse l'avoir oublié. Au départ, j'avais prévu de leur laisser la rançon, mais leurs réactions disproportionnées m'ont fait changer d'avis, et j'ai ordonné à mes mercenaires de les pendre sans autre forme de procès. Est-ce que cette regrettable expérience m'aura appris une précieuse leçon? À savoir que ma nature délicate ne tolère pas l'inconfort. Attendez, petite minute là. Vous dites que deux gardes sont morts au cours de votre mise en scène? C'est-à-dire que des innocents ont perdu la vie pour votre seul divertissement là? Dairan pâlit quelque peu, mais pas sous l'effet de la honte. Oh, par pitié, épargnez-moi votre morale là-dessous. J'en ai plus qu'assez qu'on me rebatte les oreilles avec la souffrance des innocents, soupire le comte avant de poursuivre d'un ton neutre et poli. Oui, mes gardes du corps sont morts. Que voulez-vous, ce sont les risques du métier, non? Et ils en avaient parfaitement conscience.
Je ne vois vraiment pas où est le problème. Sans compter qu'ils étaient aussi incompétents l'un que l'autre. Je n'aurais pas donné cher de leur peau face à d'authentiques ravisseurs. Eh bien, on va supposer que la vie est courte et autant faire feu de tout bois, non? Hein? On va dire ça. Eh bien, voilà des paroles réconfortantes. Bref, un fiasco sur toute la ligne. Et maintenant, je vais vous raconter une histoire dont vous me direz des nouvelles. Alors voilà, le prêtre Ulrun a toujours strictement interdit les fêtes populaires à Kenab. Et il n'a jamais cessé de me reprocher mon manque de respect envers les morts, entre autres choses. Ce rabat-choix m'agaçait tellement qu'un jour, j'ai fait ancrer 4 barges dans le port de la ville et nous avons festoyé jusqu'au bout de la nuit à leur bord. La rivière échappait à sa juridiction. Le bougre a dû assister au spectacle depuis la berge. Impuissant. Moi en revanche, je l'ai pas loupé. Comme clou du spectacle, j'avais prévu une petite mise en scène. Un inquisiteur Diomédae, lancé dans une danse endiablée et condamnant de séduisantes sorcières au bûcher, tout en se dénudant un peu plus à chaque nouvelle victime. L'ambiance a été si torride, dans tous les sens du terme, que ce bon prélat a failli avoir une attaque. Daeran vous décoche un sourire malicieux. C'est l'une des meilleures idées que j'ai jamais eues de ma vie. Si les croisés triomphent de la plaie du monde, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour obtenir l'autorisation d'organiser une grande fête populaire. Le vin coulera à flot, et gratuitement s'il vous plaît. Il y aura aussi un défilé obligatoire et un carnaval en soirée. Un concours de costumes de succubes et d'incubes le plus scandaleux, avec une somme ronde à la clé. Et aussi une autre épreuve où les participants devront récupérer une saucisse dans un pichet de vin, les yeux bandés et les mains attachées dans le dos, évidemment. Le vin symbolisera le sang des héros tombés au combat là, et la saucisse, bon, on le trouvera bien une signification quelconque héroïque, c'est pas un problème. Au fil des années, la commémoration du triomphe de la lumière sur les ténèbres deviendra une fête comme une autre. Un simple prétexte à se saouler et à se vautrer dans la luxure. Ça vous amuse vraiment d'être cruel avec tout le monde? Oui. Fichtre. Et moi qui pensais que vous dispensiez les camouflets sans le faire exprès. Daeran éclate de rire. Cette fois-ci, son sourire est étonnamment doux. J'aime votre façon de jouer avec les mots. Qu'étais-je censé vous répondre selon vous? Que je ne suis pas méchant gratuitement, juste honnête envers moi-même et le reste du monde? Pouah. Ce genre de prétexte fallacieux qui permet de cracher son venin sous un couvert de respectabilité hypocrite? Eh bien non, je mange pas de ce pain-là. Je n'ai pas d'arrière-pensée, moi. Je suis un beau salaud et je m'en cache pas. Certains ont une fâcheuse tendance à tendre le bâton pour se faire battre. Mais qui puis-je pour leur refuser ce plaisir? Et comme je me contrefiche du qu'en dira-t-on, je n'ai aucune raison de prendre des gants. Ok, ça me sert. Bon, bah bien, j'espère que cette conversation aura au moins eu le mérite de vous divertir un peu. Oui, on peut dire ça. J'aimerais que nous parlions de la vie au Mendev et de la croisade. Bien, allez-y, je vous écoute. Vous pensez quoi du Mendev aujourd'hui? Oh, le Mendev n'a aucune réalité. Il n'existe pas, se refrain Daeran. C'est une terre reculée qui attire depuis plus d'un siècle les utopistes, les aventuriers et les fanatiques des quatre coins du monde. Ici, les étrangers excèdent largement les autochtones, en particulier dans les cimetières. La population du Mendev est en majeure partie composée d'humains et d'autres races dont l'expérience de vie est relativement brève. La raison pour laquelle la génération actuelle est née dans l'ombre de la plaie du monde et a été bercée par les récits des croisades. Je vous surprends certainement en déplorant le déclin des traditions et le manque de caractère du pays. Mais c'est là oublier que je suis issu des plus anciennes lignées du Mendev. Son histoire est à jamais gravée dans ma chair. J'ai été bercé dès mon plus jeune âge par les mémoires de mes illustres aïeux. Les galeries, les bibliothèques et les murs même des manoirs dans lesquels j'ai grandi regorgeaient de souvenirs de notre lointain passé. Bon nombre de mes ancêtres faisaient partie des anciens héros du Mendev, ou, à tout le moins, de leurs mécènes et contemporains. Et qui se souvient d'eux aujourd'hui? Personne. Le Mendev a ses jeunes héros, bardés d'armures étincelantes, le regard enfiévré par le feu sacré. Plusieurs rues, autrefois dédiées à mes glorieux ancêtres, ont été renommées en l'honneur de croisés morts, l'épée à la main, sur quelques obscurs champs de bataille. La population ne garde aucun souvenir de l'ancien festival de la croisée, qui a fini par être supplanté par la messe des armes. Célébré exactement à la même date d'ailleurs. Seul vestige d'authenticité qui demeure sur cette terre, c'est cette interminable guerre contre les démons. C'est ainsi, et à quoi bon s'en plaindre? Et vous tournez la page. Au moins, nous ne sommes plus cantonnés au rôle de royaume mineur perdu dans les confins du Nord. Et ça, c'est pas rien quand même.
Ça n'avait pas l'air de porter les croisés en votre cœur, n'est-ce pas? Bon, détrompez-vous. Quand je pense à ces hordes de héros prêts à protéger le monde de l'engeance démoniaque au péril de leur vie, je me sens pousser des ailes. Grâce à eux, je peux continuer à assouvir mes vices en toute sécurité. Mettez-vous un peu à ma place. Tout ce que je peux désirer, la jeunesse, la beauté, la richesse et un désir naturel et assumé de vivre pleinement ma vie, et de moins en moins d'exutoire pour profiter de tout ce qui m'a été donné. D'ailleurs, le seul fait que le mot amusement ne soit pas encore proscrit par la loi du Mendev est sûrement dû à un oubli de notre admirable bureaucratie. Vous pouvez célébrer solennellement vos victoires, vous pouvez même rincer le gosier après une dure bataille. Mais qu'en est-il du pur divertissement? Où sont passés la joie et le plaisir? Je ne me rappelle pas une seule soirée à la cour sans que quelques tristes sires ne me reprochent mon amour pour les banquets, mes amants et mes maîtresses, mes vêtements luxueux, mais... Bon, bref, tout, quoi. Il m'aurait été beaucoup plus facile de supporter ces hypocrites s'ils m'avaient laissé respirer de temps en temps. Au lieu de cela, ces misérables jasaient sans cesse à propos de la manière dont je bafouais l'intérêt général et dont je couvrais d'opprobre ma royale cousine. Et vous pensez quoi de nos ennemis? Quoi, vous parlez des démons eux-mêmes ou de leurs disciples? Les premiers méritent d'être purifiés par le feu céleste en vertu de leurs seules origines, et les seconds pour leurs bêtises confondantes. Il faut être fou allié pour couper les chines devant Descari ou Cabriri. Bon, Dame Nocticula passe encore, mais on ne compte plus les abrutis qui suivent d'autres maîtres comme des moutons. D'ailleurs, ils ont déjà essayé de me racoler par 2 fois. À mon âge, vous vous rendez compte? La première fois, c'était une jeune tiefline particulièrement gironde qui a tenté de me séduire. Et la deuxième, ils ont cherché à m'appâter en me promettant les faveurs éternelles du seigneur Baphomet. Non mais franchement, je vois toujours pas ce que ce vieux bouc mal encorné pourrait m'offrir que je ne possède déjà. Vous savez ce que je crois? C'est une astuce bien connue des boutiquiers de tout poil. Une offre allégeante du sort à la boulangerie Intel, un petit pain sur 100 contient une pièce d'argent. Je laissais là une comédienne qui crie sur tous les toits qu'elle a gagné le gros lot. Et bim, le résultat ne tarde pas à se faire sentir. Des centaines de pigeons se bousculent bien vite dans l'espoir de remporter eux aussi la palme. En l'occurrence, c'est cette affreuse ribaude d'Harry Vorlige qui s'est improvisée actrice à la solde des seigneurs des abysses. Une jolie sorcière du Sarkaris, catapultée reine sans couronne de la paix du monde, et environnée d'une horde de seigneurs démons. À cette différence près qu'au lieu de se précipiter à la boulangerie, la plus proche, les benets se jettent dans les bras des fanatiques. Une armée d'envahisseurs surpuissants surgit dans notre monde et assoiffée de conquête et de destruction frappe à notre porte, et que font-ils ces abrutis? Ils accourent spontanément pour proposer leurs services, espérant contre toute attente qu'un jour leurs nouveaux maîtres les remarqueront. Si vous saviez à quel point je me réjouis d'être aussi vain et imbu de ma personne. En vérité, mes plus grands défauts me protègent mieux que toutes les vertus de la tentation démoniaque. Ouais, c'est pas faux. Eh bien, vous m'en voyez ravi. Bon, bah du coup, pourquoi vous avez rejoint mon groupe alors? Oh, vous voulez continuer à faire la ripaille le plus loin possible de Kenabre, flanqué d'une petite armée de mercenaires pour me protéger, vous voulez dire? Ah, patience, je viens. Voyez-vous, quand vous êtes apparu à ma porte sans crier gare, débordant de bravoure et d'héroïsme, et que vous avez commencé à envoyer valser les démons comme autant de poupées de chiffon, je me suis dit que votre fréquentation serait sans doute plus excitante que mon entourage habituel de courtisans et autres flagorneurs. Vous me sembliez aussi mystérieux que compétent. Alors j'ai décidé qu'une petite partie de chasse aux démons en votre compagnie me ferait le plus grand bien. Et puis, cette fête se faisait de plus en plus assommante de toute façon. Oh, il va sans dire que je ne compte pas faire de vieux os dans les parages. Je regagnerai la capitale ou l'un de mes domaines en province dès que nous aurons repris la ville. Les croisades, les peuplements des petits sergents, les tentes identiques alignés à perte de vue... Ouais, cette ville n'est pas faite pour moi. Mais je suis pas prêt de vous oublier, vous et les autres aventures que vous nous aurez fait traverser ensemble. Ah, il me faudra au moins une semaine. Allez, voire plus, pour passer à autre chose. Ok. Bon, discutons avec Tizon. Je sais pas si on a eu le temps de lui parler. Nous en avions pas du tout eu le temps de lui parler. L'elfe qui se tient devant vous est jeune, encore à l'âge de l'adolescence. Pour cette race d'une grande longévité. Un sourire d'enfant insouciant se dessine sur son visage, et ses prunelles vagabondes se posent sur vous l'espace d'un instant avant de se porter au loin. Son corps est couvert de terribles cicatrices, et plusieurs de ses doigts sont manquants. Le corbeau perché sur son épaule vous observe de ses yeux brillants d'intelligence. Parle-moi de toi. On m'appelle Tizon. J'habitais dans la ville au bord du fleuve avant et maintenant je voyage avec vous. Voilà mon histoire. Alors, Kenabre, c'est la ville au bord du fleuve, en fait. C'est juste son nom prenant. Mais pourquoi on t'appelle Tizon, en fait?
J'ai eu beaucoup de noms. Quand j'étais petite, maman et papa m'appelaient Colombe, Puce ou Chaton. Papa disait que j'étais son rayon de soleil, et quand maman se fâchait, elle me appelait par un nom très long, un nom d'adulte. Mais j'ai beau me creuser la cervelle, j'arrive pas à m'en souvenir. Et puis, comme je suis venu vivre dans la ville au bord du fleuve, les gens m'ont donné plein de noms rigolos, Tisonne, Flamèche, Chandelle. Je ne sais pas pourquoi. Ils m'appelaient aussi Tête de Linotte, à cause de mon corbeau, ou encore La Vénarde, parce qu'il me restait que 7 doigts et que le 7 porte bonheur. La jeune elfe me montre ses mains. Il lui manque le majeur droit, ainsi que l'annulaire et l'auriculaire gauche. Des fois, il m'appelait aussi Grillade, et disait que j'étais idiote. Mais ça ne m'a jamais vexé. Ils ont raison après tout, je suis vraiment bête. Ne disais pas ça par méchanceté. Moi, j'aime bien Tisonne. Les tisons, c'est comme les gens. Gris et froid comme la pierre en surface, mais chaud à l'intérieur. On peut leur souffler dessus pour faire un feu qui aide à survivre quand la nuit est froide. C'est merveilleux, non? Alors c'est décidé, je m'appelle Tisonne. Mais d'où tu viens? Du pays des fleurs, très loin d'ici, répond la jeune elfe en faisant un geste vague vers l'horizon. C'est tellement beau là-bas. Il y a des fleurs qui poussent partout, des tours dorées et des cascades. Tout le monde a les oreilles pointues, comme moi, et il n'y a pas d'oreilles rondes, ni de petites personnes, ni de tête à cornes. J'y vais là-bas avec maman et papa. Mais maman et papa se disputaient souvent. Papa disait que les gens honorables devaient rejoindre les croisés pour combattre les démons, mais maman trouvait ça idiot. Elle disait que ça ne nous regardait pas, puisque c'était si loin de chez nous. Et elle ajoutait que papa ne devait pas abandonner sa fille. Mais c'est de moi dont elle parlait. Mais il m'a pas abandonné, il m'a emmené avec lui. Il disait que j'étais né l'année où le trou menant au monde des démons s'était ouvert, et que ça voulait dire qu'un jour, je ferais partie des héros qui le refermeraient. Je ne suis pas une héroïne, évidemment, mais je fais de mon mieux pour aider. Mais d'où te viennent toutes ces cicatrices? Oh, c'est un accident. Avec papa, on a descendu le fleuve pour venir participer à la croisade. Papa disait que les braves se rendaient à la plaie du monde pour la soigner, que les croisés étaient les gens les plus vaillants du monde, et qu'ensemble, on allait forcément gagner. Mais quand on est arrivé dans la ville du bord du fleuve, il y a eu un malentendu. Les croisés ont cru qu'on était dangereux, papa et moi, et ils ont décidé de nous brûler sur le bûcher. Papa est mort et moi, j'ai pleuré si fort qu'un gentil chevalier s'est rendu compte qu'il avait commis une grosse erreur. Il s'est mis à crier après les autres croisés, mais celui qui commandait, et puis il s'est avancé dans le feu pour me libérer. Les autres ont essayé de l'arrêter, hein, mais il les a fait reculer avec son épée. Le gentil chevalier m'a emmené chez un guérisseur. Plus tard, j'ai appris qu'il avait été brûlé si gravement me sortant des flammes qu'il était mort peu après. Mais moi, je suis toujours vivante, même s'il me manque quelques doigts et que ma peau est toute bizarre. Depuis, je vis dans la ville au bord du fleuve. Je n'ai jamais eu de maison, mais j'avais plein d'amis. Après, les démons sont arrivés, je vous ai rencontrés et vous connaissez la suite? Mais comment arrives-tu à pardonner aussi facilement aux gens? À ta place, je ne sais même pas si je pourrais faire preuve d'une telle clémence. C'est ouf! Oh, mais personne ne sait s'il renferme plus de bien ou de mal. Il faudrait pouvoir lire dans notre propre âme, et ça, c'est impossible. Dylan sourit et incline la tête. Son regard inquisiteur parcourt votre visage, comme si elle essayait de sonder votre âme. Alors, personne ne le sait jusqu'à ce que l'occasion se présente. Et tu vénères un dieu? La jeune elfe secoue la tête sans se défaire de son sourire. Papa m'a appris à prier Yomedei. Il disait que c'était une déesse bienveillante et qu'elle appelait les gens à partir en croisade contre le mal. Les chevaliers qui nous ont brûlés la vénéraient aussi. Ils lui ont même offert une prière quand ils ont allumé le feu. Mais elle n'a rien fait pour nous aider. Si j'ai été sauvé, c'est seulement grâce à un gentil chevalier qui a changé d'avis tout seul, sans le concours des dieux. Je pense que les dieux ne sont pas différents de nous. Ils ne comprennent pas grand-chose et ils ont peur de tout. Alors ils se font du mal et ils en font aussi. Si les gens vénèrent les dieux, c'est seulement parce qu'ils ont peur d'être responsables d'eux-mêmes. En les écoutant chanter leurs louanges, les dieux deviennent fiers et arrogants, et ils commencent à croire qu'ils valent mieux que nous. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont juste des pécheurs stupides comme nous autres. Je prie les dieux des fois. Des dieux différents, des bons et des mauvais. Je leur demande d'arrêter de se battre et de se faire du mal. Je ne sais pas s'ils m'entendent, mais au cas où... Le chevalier qui voulait me brûler a bien réussi à changer d'avis et à se faire une bonne action. Alors peut-être que Baphomet est capable de changer lui aussi. Et tu as fait comment pour survivre dans la rue? L'elfe hausse les épaules. Oh, il y a plein de gens aimables dans la ville au bord du fleuve. Quand je chantais pour eux dans la rue, ils me donnaient souvent des pièces, du pain ou même des habits. Je partageais tout avec les autres habitants sans logis, et ils me montraient où dormir en sécurité, où m'abriter de la pluie et du froid, ou trouver des choses jetées par les plus riches.
Quand les démons ont détruit la ville au bord du fleuve, j'ai cherché mes amis, mais je n'en ai trouvé aucun. Je crois qu'ils sont tous morts. Les mendiants n'ont pas de vivres, ni d'armes, ou de sous-sol ou de cachets. Ils ne peuvent pas compter sur personne pour les protéger. Les chevaliers sont comme les dieux, ils se croient si importants. Leur mission est de sauver le monde, pas de se préoccuper des clochards. La jeune elfe hausse les épaules en continuant de sourire. Et tes pouvoirs magiques, ils viennent d'où? Oh, faut parler de ces tours que je connais? Je les tiens de ma mamie. C'était la mamie de mon papa, et celle de mon papa avant ça. Je l'ai jamais rencontrée, mais elle est très maligne et gentille. Quand je vivais dans la rue, elle me laissait parfois à manger ou une couverture en hiver. Des fois, je la sens caresser mes cheveux quand je m'endors. Mais si j'ouvre les yeux, il n'y a personne. En plus, elle m'a envoyé Sandrine, déclare la jeune elfe en grattant le bec du corbeau qui pousse d'un croissement satisfait. Elle apprend des tours à Sandrine, et ensuite, Sandrine me montre comment faire. La jeune elfe ne semble pas avoir identifié précisément l'origine de ses pouvoirs. Il est évident que son familier lui a été envoyé par une puissante entité bienveillante, comme un ange ou une fée, mais vous ne pouvez pas vraiment en dire davantage. Mais dis-moi, tu es toujours de bonne humeur, comment fais-tu pour garder espoir au milieu de toutes ces horreurs au juste? L'espoir? Demande la jeune elfe en inclinant la tête avant de continuer en souriant. Non, non, l'espoir est un mensonge. Qu'est-ce qu'on est censé espérer? Ce monde est à la merci des démons? Les dieux ne peuvent pas nous aider? Ou alors c'est qu'ils ne veulent pas? Peut-être même qu'ils nous ont complètement oubliés? Les gens savent qu'ils s'apprêtent à être dévorés par les démons, mais ils continuent à disputer, à se battre, à voler. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a que nous. On va devoir gagner sans espoir, justement. Ça va être difficile, parce que les abysses tout entiers sont contre nous. Il nous faudra un miracle pour l'emporter, ce qui veut dire qu'on va devoir en faire un nous-mêmes. On n'a pas le choix, non? On fera un miracle, et on gagnera, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. L'elfe confirme ses propos en hochant la tête avec un grand sourire. Ok. D'accord. L'elfe vous regarde partir avec un sourire radieux. On est d'accord qu'elle vient de dire qu'elle voulait faire changer Baphomet d'avis. Elle veut rendre Baphomet seigneur démon gentil. Ok, tout va bien. Bonne chance. Je t'encourage dans cette voie, mais... Comment dire? Prévois quand même une épée ou deux, hein, ce serait peut-être plus prudent. Allons parler à Nenio. Oh non, tout est en anglais. Bon bah, comme d'hab, hein. Je vous allez lire vous-même. Et c'est parti. Oh, dis donc, tellement de dialogues. Hop. Il me semble que la quête d'après, par contre, elle est bien traduite en français. Pas normalement. Ah, merde, elle me pose une question. Là. Ah, elle veut un mot, n'importe lequel. Whatever. Oh mon dieu, il y a tellement de dialogues, c'est ouf. C'est tellement dommage que tout soit en anglais. Alors ce qui est dommage là, c'est qu'il y a un petit bug parce qu'on la voit sous sa forme Kitsune, mais on n'est pas censé le savoir en fait. Parce que si on regarde sa feuille de perso, c'est encore écrit qu'elle est humaine. Je dis encore parce que bon, il faut aller jusqu'au chapitre 2 pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit tout ça là. Alors on va lui filer un petit peu dextérité avec son niveau 4. On va compléter les compétences qui manquent. Et lui donner deux petits sorts sympathiques. Donc, hop, et on va lui donner oh bon, fusion, ça ira très bien. Oh, quoique non, rayon ardent, c'est mieux. Voilà. J'ai d'autres persos? Non. Alors, à qui je dois encore parler? Donc ça, c'est fait. Oh, on n'avait pas fait ce dialogue-là. Visali Ratimus. Un vieil homme robuste à la barbe grise et hirsute marmonne une prière. Il semble aussi épuisé que tous les autres occupants de la taverne. Son visage hagard trahit malgré tout une détermination farouche. Que puis-je pour vous? Qui êtes-vous?
Oh, mon nom est Vissali Ratimus. Je suis le recteur du temple d'Abadar de cette ville. Temple qui n'existe plus d'ailleurs. Si nous restons ici trop longtemps à nous tourner les pouces, nous risquons de perdre la ville. Et c'est ce garçon qui vous accompagne? Qui? Lui? Oh, c'est Cadeau le berger, mon apprenti. Un garçon intelligent à la fois puissante. Il est au service d'Erastil. Mais il y a bien deux ou trois choses qu'un vieux fidèle d'Abadar peut lui apprendre. Il fera un excellent prêtre, quand il aura mûri un peu. Et quel genre d'aide vous pouvez m'apporter? Eh bien déjà, je vends des parchemins. Mon stock est varié et couvre tous les usages et toutes les urgences. Notez d'ailleurs que je peux vous les lire, du moment que vous tenez à mes côtés. Et cela sans risque de mauvaise surprise. Bon, dans tous les cas, je vous déconseille de vous attirer en ville sans prêtre. Enfin, personnellement, il est hors de question que je m'y risque. J'ai passé l'âge de ce genre d'aventure et l'on a besoin de mes talents ici. Ok, vous avez quoi comme genre de parchemin? Tu as des parchemins, mais tu as surtout des objets magiques. Et voilà, c'est ça qu'on aime. Alors, protecteur gelé, ça fait quoi? Ça donne de la résistance au froid et un bonus d'armure naturelle de plus 2 si le porteur bénéficie du maléfice peau de glace. Il me semble que j'ai quelqu'un qui maîtrise peau de glace. Capacité, don. Non, c'est pas dans le don, c'était ici. Est-ce que tu as le pot de glace? Non, c'était peut-être pas toi, alors c'était Camélia peut-être? Pot de glace. On pourrait le donner à Camélia. Ok, donc on prend... Ah oui, mais 8000, c'est cher. On va prendre l'amulette d'armure naturelle, on va prendre... On va quand même prendre ça, c'est très bien. Les bracelets magiciens, il est quand même sympa. Mais bon, bonus d'armure de plus 2, c'est pas non plus la folie. J'ai besoin de rien sur le reste. Les compos, tout ça, je m'en fiche, moi perso. Bon, on va faire ça. Au moins acheter ces deux objets-là. Là, on lui avait déjà parlé. Si là, Ilor, tout ça c'était fait. Est-ce qu'on a une nouvelle conversation avec Irabès? Oh, je vous remercie d'avoir sauvé les honorables citoyens de Kélabre. Même si tous ne méritaient pas... Enfin, que Médaille me pardonne. Irabès lança un regard éloquent au comte Arendae, assis à une table à proximité. Bon, je ne le pense pas vraiment, bien sûr. Mais je m'étonne toujours de la façon dont les gens bien périssent à coup sûr, quand les autres survivent à cause de la mauvaise graine. Oh, tout de même, le comte m'a proposé son aide. Il ne peut pas être aussi mauvais que vous le laissez entendre. Bon, j'avoue que ça ne lui ressemble guère. Si la participation aux croisades est une tradition qu'honore nombre de nobles du Mendef, et Irabès, Dairan Arendae n'a lui jamais daigné aller combattre les démons. Le comte jouit d'une certaine réputation au Mendef, vous savez. Ce n'est pas quelqu'un que je fréquenterais avec plaisir, mais il n'a rien à monstre non plus. Il profite simplement d'une vie de plaisir, entouré d'un troupeau de flagorneurs, toujours prêt à dire du mal de la reine et à sa demande. Ah, et il aime aussi beaucoup régler ses comptes. Lors des premières croisades, un certain messire Lante, un homme honnête et bon, s'est fait remarquer au point de devenir un héros. Et à la fin de sa glorieuse carrière, il devient un sage mentor pour la génération suivante. Et c'est là qu'il a eu à maille à partir avec le comte. Sans doute parce qu'il l'avait sermonné sur sa paresse et son mode de vie dépourvu de toute ambition. À la mort de Lante, le comte s'est arrangé pour racheter une partie de son domaine et il a ordonné que le casque du chevalier passe au fit de pot de chambre. Bon, bien sûr, le comte a eu soin d'ébruiter son méfait. La reine en a été particulièrement affectée, car Merciolante avait été son plus fidèle compagnon d'armes en son temps. J'étais là, à recevoir ses ordres, quand elle a découvert ce qui était advenu du casque. L'affaire était triviale, mais j'ai soudain vu la reine pris d'angoisse à l'idée de ce qui avait pu advenir de l'héritage de son ami. Voilà en deux mots le genre de personne qu'est notre cher comte. Quant à ses talents pour survivre envers et contre tout... Vous connaissez l'histoire de l'orée du paradis? Lorsque les démons ont déclenché une épidémie magique sur le domaine Arendae, il a été le seul de la famille à s'en tirer. Vous pouvez m'en dire plus sur cette orée du paradis? Oh, je ne connais pas les détails. Ça se passait il y a longtemps quand j'étais mercenaire et que je me fichais pas mal de Canabra. Je sais juste qu'il y a eu un grand banquet pour l'anniversaire de Dairan et que toute sa famille était invitée, avec quelques autres personnalités. Tout le monde a succombé à une maladie mystérieuse des démons. Elle a ravagé le domaine, les domestiques, les gardes, ainsi que plusieurs prêtres et paladins, mais pas le jeune comte. Sans doute parce que c'est grâce à ses compétences de guérison. Faut dire qu'il possède un talent étonnamment puissant. C'est juste la manière dont il s'en sert qui laisse à désirer. Et pourquoi cherche-t-il à provoquer la reine?
Allez savoir, ça pourrait être une histoire de famille. Le comte est le cousin au second degré de Sa Majesté, ou quelque chose comme ça. Cela dit, je crois qu'il adore simplement énerver les gens. Surtout les croisés et les fidèles Diomédé. Ouais, bon bah merci de me raconter tout ça. Hein. Bien, je vous en prie. Je m'excuse de vous avoir fait subir mon irritation. Voir ma ville frappée par cette succession de drames m'a mise de mauvaise humeur. Ah, au fait, vous vous souvenez, vous m'avez parlé de Jana Aldori. Bah, je l'ai retrouvée. Ah oui, merci, c'est une bonne nouvelle. Nous avons vraiment besoin de tout le monde pour suivre Iraves avant de froncer les sourcils. Même de guerrières portées sur la boisson. Ah non, en fait, il y avait un dialogue. Parlez-moi du guet de l'aigle. Oh, eh bien, c'est un petit ordre, fondé pour combattre à la fois des démons et les ennemis de l'intérieur. Il visait à assurer une certaine pureté dans les rangs des paladins, combattre l'hérésie et démasquer les espions. Ce à quoi il a lamentablement échoué. Les Templiers du labyrinthe d'Ivoire ont largement infiltré ses rangs. Quand la reine m'a confié le commandement de l'ordre, Anevia et moi l'avons totalement refondu. Nous nous sommes débarrassés des poids morts, de ceux qui ne s'impliquaient pas, et nous l'avons réorganisé de manière à privilégier la transmission des informations et des ordres de manière sûre, en mettant en place des systèmes de codage fiables. Dans le même temps, nous nous sommes trouvés des alliés en ville, des autres ordres croisés jusqu'aux mendiants. Je m'étais juré de purger la ville des Templiers qui l'avaient infiltré, et j'ai cru être sur le point d'y parvenir. Je le sentais. Nous étions à deux doigts de bouter ces fanatiques hors de cadavre, mais... Hermès hésite en fronçant les sourcils. C'est dur à admettre, mais tous nos accomplissements pâlissent au regard de l'attaque des démons. Au contraire, sans vous, aucun quartier général n'aurait jamais été établi au cœur des défenseurs, et les fanatiques n'auraient livré la ville aux mains des démons sur un plateau. Les rites striant le front d'Irabès adoucissent. Oui, c'est juste. Il est bon de savoir que nous avons eu un impact. Merci. Très bien, Diomédae vous protège. Bon, eh bien, il semble que nous n'ayons pas encore la quête pour aller causer un massacre. Alors on va vite fait profiter pour aller vendre, du coup, tranquillement. Ah, j'ai pas parlé à Camélia à propos de la fin de la quête. Profitons-en. Bonjour. L'impeccable sourire de Camélia s'évanouit si rapidement que vous vous demandez s'il n'avait pas été le fruit de votre imagination. Alors, comme ça, vous êtes la fille d'Orgus. Eh oui, vous avez découvert notre secret le plus terrible, je le crains. Père se préoccupe tant du nom des Gwerms qu'il m'a élevé dans notre manoir en me cachant au reste du monde. Je serai toujours reconnaissante pour tout ce qu'il a fait, même si la société du Mendev désapprouve certaines de ses décisions. Serait-il impoli de ma part de vous supplier de rester discret à ce sujet? Camélia conserve sa politesse habituelle, mais son ton se fait froid et sévère. Tout ceci devrait vraiment rester entre nous. Sachez que mon père et moi apprécions la loyauté et la bienséance. Je vous remercie de votre compréhension, de notre part à tous les deux. Ouais, ok, je dirais rien. Alors ça c'était fait, Wolvit on l'a déjà fait, Tison c'est fait. On va les vendre et après on ira se coucher. Oh là, Claem est ici. Coucou Claem. Claem semble parfaitement détendu, le visage serein. Il lit un livre écorné tout en griffonnant des notes dans la marge. Comme si sa vie et celle des autres occupants de la taverne n'étaient pas en jeu. Il me remarque, s'interrompt et vous salue amicalement d'un signe de tête. Eh bien, je vous propose que nous fassions ce dialogue la prochaine fois, parce que ça risque de prendre un bon moment, il y a beaucoup d'options. Allez, je vous dis salut, et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, partager la vidéo, laisser un commentaire, j'apprécierais beaucoup, et je vous dis à la prochaine, salut salut.